Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle interview en votre compagnie. Encore une fois, j'ai grand plaisir à vous retrouver, grand plaisir à accueillir un nouvel invité cette semaine. Aujourd'hui, j'accueille Maëlys Dorn. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on voit comment Maëlys peut vous aider, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide Stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Maëlys. Maëlys, merci d'abord. Salut, merci à toi Sébastien pour ton invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Ok, donc moi je suis Maëlys Dorn, je suis la fondatrice de Home, H-O-M-E, comme Habite et optimise mon espace. Donc Home, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle vision de l'architecture d'intérieur qui replace l'humain au centre du projet. Donc, on n'est plus sur des questions d'esthétique, bien sûr, ça compte, évidemment, mais on n'est plus sur des questions de tendance, mais de vraiment replacer l'humain au cœur du projet. Et qu'est-ce que c'est Home? C'est l'atelier Home, donc c'est une formation justement pour apprendre l'architecture d'intérieur et l'optimisation d'espace de façon concrète. Et c'est le programme Homer Pro pour apprendre à vivre de cette passion. Voilà. Et puis, c'est le blog. Surtout, pourquoi ça s'appelle Habite et optimise mon espace? Parce que le blog s'appelle Optimise mon espace. Voilà. Merci en tout cas beaucoup Maëlys. Puis je crois que tu as mis déjà le doigt sur le sujet un petit peu central, je pense, de cet échange. C'est que de la même manière que j'essaye de replacer l'humain au cœur du métier de conseiller immobilier, et quand je parle d'humain, c'est à la fois l'humain qui exerce l'agent immobilier, mais aussi et surtout l'humain qui va vivre son expérience avec son agent Et immobilier, ouais. c'est-à-dire le client final. Et donc, c'est intéressant cette approche, et c'est aussi pour ça que tu es là. C'est donc dans cette approche de replacer l'humain au centre du logement, de la même manière que je pense qu'on doit replacer le logement au centre de la plupart des grands enjeux de notre société, et ça, on pourra éventuellement en reparler. Du coup, ta vision de l'architecture d'intérieur, c'est donc on remet l'humain au centre parce qu'on remet l'usage du logement au centre, c'est ça? Oui, en fait, on a une problématique aujourd'hui au niveau de l'architecture d'intérieur. Si tu regardes toutes les émissions qui parlent de décoration, enfin, il y en a très peu qui parlent finalement d'architecture d'intérieur, vraiment d'optimisation d'espace, mais il y a souvent une confusion entre architecture d'intérieur et décoration d'intérieur, parce que la décoration d'intérieur fait partie de l'architecture d'intérieur. Et du coup, on a beaucoup d'architectes d'intérieur qui finalement ne font que de la décoration. Mais ce qui est intéressant de constater, en fait, c'est qu'on va beaucoup parler de tendances. On va avoir les salons, maisons et objets. On va avoir les émissions de décoration avec voilà, les tendances hippie chic, les tendances scandinaves, les tendances, enfin, tout ce que tu veux. Et moi, ça ne me parle absolument pas, ça. Pourquoi? Parce que c'est pas comme la mode, en fait, une maison. On habite une maison, c'est notre troisième peau. Et quand on va choisir d'habiter dans une maison, on doit se poser la question, effectivement, de est-ce que cette maison me correspond? Et pour ça, qui est-ce que je suis? Donc, on va beaucoup passer de temps à définir qui on est et avec qui on vit aussi. C'est pas justement, je parle beaucoup de la notion de cohabitant. Quand on est un couple ou quand on est une famille, on est des cohabitants. Et du coup, il y a vraiment cet enjeu-là de vivre en harmonie, parce que justement, quand on ne regarde que le côté tendance déco, souvent c'est un membre de la famille, souvent c'est madame, Ok. qui va prendre en main en fait la décoration. Et malheureusement, c'est souvent au détriment de l'ergonomie et de la conscience de avec qui j'habite, avec qui est-ce que j'habite. Et ça peut créer des tensions, en fait, au sein même du foyer. Ok, donc c'est Voilà. l'architecture d'intérieur au service du bien vivre ensemble. Ouais, c'est beaucoup ça, effectivement, au service du bien vivre ensemble, parce que cette notion-là de cohabitant est vraiment au cœur de mon approche, ça c'est clair. Mais quand je dis cohabitant, même pour les personnes qui vivent seules, on peut aussi cohabiter avec son chat. On peut, euh, on peut aussi cohabiter avec les gens qu'on a plaisir à recevoir de temps en temps. Ça peut être des amis, de la famille. Voilà, ça peut être aussi, quand je dis cohabitant, même dans une famille, il peut y avoir une grand-mère qui vient tous les mercredis, par exemple.
Donc, elle doit avoir sa place à un moment donné dans cette maison-là. Ça veut dire qu'on ne va pas décorer la maison pour les goûts de la grand-mère, mais on doit prendre en compte le fait que peut-être que si elle vient dormir régulièrement, il faut que ce soit facile, qu'elle ait voilà, c'est vraiment pour se faciliter le quotidien, en fait, vraiment les gestes quotidiens, en fait. Quand on s'est croisé la dernière fois, il me semble que tu prenais l'exemple de la cuisine. Mmh. Je crois que tu prenais même ton exemple personnel, je crois, de cuisine fermée, cuisine ouverte, etc. Et on parlait du fait que il y a eu à un moment une grande mode de la cuisine américaine, la cuisine Mmh. ouverte. Ouais. Je sais qu'à titre perso, nous, par exemple, avec ma femme, on est très friands de la cuisine fermée, Mmh. pour plein de raisons aussi, parce que les odeurs, parce qu'on aime bien cuisiner, parce que voilà. Du coup, on avait échangé là-dessus. C'était quoi ta vision par rapport à ça? Et bien, ma vision par rapport à ça, moi, ce que je te disais, c'est que depuis toujours, je rêvais d'avoir une cuisine ouverte sur le séjour pour le côté justement plus convivial, hein, qui est la première couche qu'on voit tout de suite. C'est très convivial, on imagine madame qui est en train de cuisiner pendant que les enfants font les devoirs, que monsieur est dans le salon, mais il discute quand même. Bon, c'est très cliché, hein, ce que je dis là. Chez moi, c'est souvent monsieur qui discute et qui cuisine Qui cuisine? et madame qui arrive quand c'est prêt, mais pas toujours. Mais en fait, voilà, ça c'est l'image un petit peu cliché. Quand j'ai fait vraiment le tour de mes besoins sur cet appartement-là, à ce moment-là, c'est un appartement de 58 mètres carrés. Euh, je me suis dit, il y a peu de pièces. Et en fait, le fait d'avoir une cuisine fermée, finalement, ça fait une pièce en plus. D'accord? Alors, c'est pas automatiquement la bonne solution, mais là, dans ce cadre-là, le fait d'avoir une cuisine fermée avec une table, ça pouvait me faire aussi une pièce où je pouvais travailler, pas uniquement cuisiner. Une pièce où je pouvais téléphoner, par exemple, où je pouvais voilà, faire beaucoup d'autres choses que juste cuisiner. On pouvait manger euh, pendant que d'autres étaient au salon. Enfin, donc c'était intéressant aussi d'avoir justement cette multiplicité d'espaces. Parfois, ça n'est pas la bonne solution, mais effectivement, il faut toujours regarder quels sont les avantages et les inconvénients, mais pas en règle générale, mais par rapport à moi, par rapport à ma vie, à moi. Voilà. Je me souviens qu'on avait eu ce débat dans le dernier appartement qu'on avait occupé avec ma femme et on s'était aussi rendu compte que si on tombait cette cloison pour ouvrir entre la cuisine et le séjour, on perdait aussi de l'espace de rangement des deux côtés du mur. Absolument. Les cloisons, ça sert à poser des meubles. Moins on a de cloisons, moins on peut avoir de mobilier, effectivement. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup cette nouvelle approche de la cuisine semi-ouverte, où on va mettre un pan de cloison qui va permettre de cacher un petit peu ce qui n'est pas forcément très joli dans la cuisine, l'évier ou le frigo, les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais garder quand même cet esprit ouvert. Non, voilà, c'est vrai que la cuisine ouverte, il y a aussi, comme tu disais, le bruit, l'odeur, tout ça. Il faut être OK avec ça. Et donc, ça peut totalement correspondre à une famille comme ne pas du tout correspondre à une autre. Voilà. Donc, chaque projet d'architecture d'intérieur pertinent, comme tu le conçois, donc un projet qui est adapté à chaque personne, ça veut dire que toi ou les gens qui suivent tes formations, il n'y a jamais deux projets qui se ressemblent, mais ce n'est pas une duplication de tes propres a priori de ce que devrait être l'architecture d'intérieur sur les clients, en fait. Non, jamais. Jamais. En fait, si tu veux, sur le marché de l'architecture d'intérieur, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que généralement, les architectes d'intérieur, les décorateurs, décoratrices vendent un petit peu leurs pattes, leur style, leur goût, vont mettre sur leur site internet les photos de leur chantier, de leur planche tendance qu'elles aiment bien. Moi, si tu vas sur mon site, il n'y a rien de tout ça. Je montre très peu d'ailleurs des photos de mes chantiers parce que ce qui m'intéresse, moi je me dis que ce qui intéresse les gens, c'est pas comment c'est chez les autres, mais comment ça peut être chez eux. C'est pour ça que c'est un blog où je vais plus expliquer, par exemple, sur un projet de salle de bain, pourquoi j'ai fait ça comme ça, au niveau de l'ergonomie, au niveau de la conception, comment on peut optimiser l'espace, etc. Et
mais pas, je vais assez peu parler des matériaux à la mode, des nouvelles couleurs, tendances de l'année, des choses comme ça, ouais. En fait, Ouais, tu ouais. donnes du sens à l'architecture d'intérieur. Tu redonnes du sens. C'est quand tu dis que j'explique plutôt le pourquoi que le comment, finalement, C'est c'est vraiment ça. c'est ça, c'est redonner du sens à ce métier, à sa raison d'être, etc. Comme j'essaye de redonner du sens aux actions que doivent entreprendre les agents immobiliers, parce que c'est pas tout de dupliquer, encore une fois, des techniques de vente, encore faut-il leur donner du sens. Ouais, Et pourquoi. c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de reprendre en main son habitat, sa maison. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, même si on ne la prend pas en main, elle va nous prendre, hein, notre maison. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel on vit a une influence énorme sur notre qualité de vie, sur notre bien-être au quotidien. Et c'est vrai que si on est dans un environnement, même sans parler de bazar, parce que bon, le bazar, c'est encore l'exemple le plus flagrant, évidemment, quand on est encombré d'objets. Les objets, c'est plus nous qui possédons les objets, c'est les objets qui nous possèdent. Mais même sans parler de ça, si tu veux, quand tu es dans une cuisine, par exemple, et que au moment où tu es à l'évier en train de te laver les mains, tu as besoin de lumière. Et la lumière, en fait, elle est à l'autre bout de la cuisine. Et au moment où tu as besoin de jeter quelque chose, la poubelle, voilà, la poubelle, elle est sous l'évier, par exemple. Et systématiquement, toi et ta femme, vous avez en même temps envie d'être à l'évier et à la poubelle. Donc, il y a confrontation, il y a embouteillage. Ah, ça Donc, me ce n'est pas parle. logique. Hmm. Et en fait, ça, c'est des tas de gestes au quotidien. C'est des tas de des trucs qui vont nous embêter. Ce n'est pas très grave. C'est pas non plus, ça nous détruit pas la vie. Mais ça, multiplié par 100 fois dans la journée, ça a un impact négatif en fait sur notre bien-être au quotidien. Alors que si tu as bien pensé ton projet vraiment dans le détail, hein, dans le millimètre, dans le tiens, quand je vais avoir un truc à jeter, ce sera facile parce que la poubelle est là. Quand je vais avoir besoin d'allumer ou d'éteindre la lumière, je vais avoir un va-et-vient justement. C'est vraiment voilà, où est-ce que je vais ranger mes couverts, les choses dont je ne me sers pas souvent, je ne vais pas les mettre là. Voilà. Le fait, par exemple, de mettre les verres dans les meubles hauts, Ouais. c'est un grand truc classique, ça. Mais quand on a des enfants, on se dit, on met les verres dans les meubles hauts parce que les verres, c'est fragile. Donc, comme ça, les enfants, ils ne vont pas les casser. En fait, ça n'a pas de sens parce qu'on ne permet pas à l'enfant de grandir, justement. Donc, on lui met les Tupperware en bas et puis les verres dans les meubles hauts. Alors que le Tupperware, il n'y en a pas besoin. Donc, c'est le contraire qu'il faudrait faire, en fait. Il faudrait au contraire mettre les verres et les bols dans les tiroirs en bas pour que l'enfant puisse justement prendre un verre et se servir d'eau tout seul, en permettant à l'enfant de grandir et peut-être de faire des bêtises. Peut-être un jour, il va casser un verre, peut-être il va renverser de l'eau. Et oui, on le fait tous. Mais en lui permettant ça, nous, on se soulage énormément aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'enfant il aura besoin d'un verre d'eau et que nous, on sera occupé à autre chose, il va être capable de se servir un verre d'eau tout seul. Ça me parle bien. Je suis en train de prendre un cours. Il y a des choses qui vont bouger dans la cuisine. Merci, rien que pour ça. Maëlys, du coup, pour revenir aux gens qui nous écoutent, qui sont donc des conseillers immobiliers, des dirigeants d'agences immobilières, etc., comment est-ce que ton approche autour de l'architecture d'intérieur peut les aider également dans la relation à leurs propres clients, dans le conseil, soit des acquéreurs qui souhaitent se projeter sur une nouvelle maison, sur un nouvel appartement, voire un vendeur à qui il faut peut-être préconiser un certain nombre de choses pour faciliter le fait que les gens puissent se projeter dans son logement. Comment est-ce que ton approche peut aider un conseiller immobilier finalement dans son activité? Ok. Alors, il y a deux choses. Là, jusqu'ici, on a parlé beaucoup de l'humain. Oui. Une optimisation d'espace réussie, c'est deux ingrédients. C'est la compréhension de l'humain et deux, c'est la maîtrise de l'espace. Okay. Ça, c'est hyper important. La maîtrise de l'espace, ça veut dire que il faut être sur le chantier, il faut comprendre en fait comment c'est fait un appartement, comment c'est fait une maison. Quand on a un poteau, qu'on se rende compte que non, c'est pas un poteau, en fait, c'est une gaine technique. Soit c'est de la ventilation, soit c'est des eaux usées, soit c'est les eaux vannes. Et donc, quand on comprend tout ça, on peut savoir en fait que la cuisine, on peut la déplacer parce que là, on a une colonne d'eau usée. Les toilettes, on peut les déplacer, mais dans un certain périmètre
parce qu'il y a une pente à respecter et qu'on ne va pas pouvoir faire évacuer les toilettes dans la colonne d'eau usée, mais parce qu'il faut une colonne d'eau vanne exprès spécifiquement pour les toilettes. Donc, c'est plein de choses qui sont quand même techniques qu'il faut quand même comprendre. Et quand tu es agent immobilier ou quand tu visites un espace, le fait de comprendre en fait tous ces éléments techniques et de maîtriser ensuite comment tu vas gérer l'espace, comment tu peux gérer et optimiser l'espace. Il y a plein de techniques en fait, mais par exemple, si tu veux créer une chambre en plus, tu vas regarder le nombre de fenêtres qu'il y a dans un appartement. Tu vas aussi, si tu veux créer une petite chambre, tu peux créer des petites chambres. Tu sais, il y a une légende chez les agents immobiliers qui est celle de une chambre doit faire 9 mètres carrés, sinon c'est quoi? Sinon c'est un drame, sinon c'est pas légal. Ben non, en fait, il n'y a absolument aucun texte de loi qui dit qu'une chambre doit faire 9 mètres carrés. Les 9 mètres carrés, c'est si tu loues une résidence, si tu loues en fait un logement, la pièce principale doit faire 9 mètres carrés. Les chambres, elles peuvent être plus petites. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Mais après, le standard des 9 mètres carrés pour une chambre, c'est parce que si tu ne sais pas optimiser l'espace, 9 mètres carrés, c'est au minimum ce qu'il faut. Voilà. Si tu mets un dressing standard, un lit standard, et il te faut un minimum d'espace pour circuler, peut-être un petit bureau quelque part, voilà. Maintenant, si tu sais optimiser l'espace, tu vas avoir des petites techniques qui te permettront de faire une chambre de 7 mètres carrés hyper confortable. Voilà. Okay. Comme par exemple, la longueur du lit doit être plutôt dans la largeur de la pièce si tu as une chambre rectangulaire, pour ne pas avoir une chambre, un esprit couloir en fait. Il y a plein de petites techniques comme ça qui font que quand tu dessines en fait sur plan, la façon dont tu vas positionner tes meubles, tu vas pouvoir repositionner aussi les cloisons. Et je travaille à l'inverse d'un architecte, c'est-à-dire qu'un architecte, il va dessiner l'enveloppe. Oui. Puis ensuite, il va diviser l'espace à l'intérieur. Oui. Puis ensuite, c'est l'habitant qui se démerdera avec ses meubles. Moi, je fais tout l'inverse, en fait. Je pars d'une enveloppe, effectivement, parce qu'on fait essentiellement de la rénovation. Et que c'est aussi grâce aux contraintes qu'on a justement cette créativité qui peut naître. Mais je vais partir de mon cahier des charges avec les besoins du client, les meubles qu'il a déjà ou les meubles dont il a besoin. Et je vais d'abord positionner les meubles et replacer ensuite les cloisons autour et placer les portes en fonction de là où je veux mettre mes meubles. Par exemple, si tu mets une porte dans un angle, tu ne vas pas pouvoir mettre de dressing le long d'un mur, de ce mur-là, tu vois. Donc, il y a plein de choses en fait comme ça. Tu me partageais même les gains de rentabilité possibles en faisant tout ça intelligemment. Ouais. Avec des Oui, investisseurs. c'est énorme. On a par exemple, dans l'atelier Home, il y a pas mal d'investisseurs en immobilier qui s'intéressent à l'optimisation d'espace parce qu'effectivement, c'est un moyen de sublimer en fait le logement qu'on va pouvoir louer. C'est aussi un moyen de pouvoir mettre en colocation un logement qui à la base était juste un T2 loué à une personne. Et on a des cas d'écoles dans l'atelier Home qui ont doublé carrément le loyer. Donc, forcément, les revenus qui vont avec. Après avoir bien optimisé l'espace. Ouais. Ok. Bon, c'est cool tout ça. Un acquéreur qui a du mal à se projeter dans un logement qui n'est pas le sien, comment est-ce qu'on peut l'aider Toi, je sais que par exemple, je prends mon cas très perso, je suis nul pour ça parce que je suis moi-même pas. J'ai parfois du mal à moi-même me projeter dans certains logements sur les possibilités offertes par ce logement et donc à les transmettre à la personne qui visite. Est-ce qu'on a des outils pour ça? Oui, et je pense que la première des choses à faire, c'est effectivement de bien comprendre en fait les besoins et les problématiques de ses clients. Je pense que si tous les agents immobiliers faisaient vraiment ça, je pense que les clients seraient les plus heureux du monde et que ce serait beaucoup plus facile parce que souvent,
enfin, moi, j'essaie de me reprojeter dans l'expérience que j'ai eue avec des agents immobiliers quand j'ai cherché à acheter un appartement. En gros, on nous pose 3 questions, quoi. Vous voulez combien de pièces, quelle superficie, quel quartier? Voilà, mais c'est pas, ça va pas chercher très très loin dans qui est-ce que vous êtes, voilà, qui sont vos enfants. Même le fait de personnaliser, en fait, de connaître les prénoms des enfants, de connaître leur âge, je dis souvent, quand on fait un plan dans l'atelier home, ne me mettez pas chambre 1, chambre 2, chambre 3. Moi, je veux savoir chambre d'Oscar, chambre de Luca, chambre de Julie. Parce que quand je vais corriger, en fait, je vais parler de Julie, son lit, on va plutôt le mettre là. On va lui prévoir aussi un petit bureau parce que elle va rentrer au CP. Ou, tu vois, il y a tout ça. Et en fait, donc du coup, tes agents immobiliers, quand ils se mettent en fait vraiment dans la peau de la famille et quand ils vont faire visiter un appartement en disant bah, j'ai pensé à Julie avec cette chambre-là, elle est un peu petite, mais regardez comment on pourrait l'optimiser, on pourrait justement lui trouver une place pour son piano par ici si on lui met un lit comme ça, etc. Ça aide énormément, effectivement, l'acquéreur à se projeter dans un projet dans un logement, dans des murs qui, à la base, ne sont pas évidents C'est pas évident, surtout s'il y a les meubles des anciens, si c'est pas bien optimisé, si les meubles prennent trop de place, s'ils sont trop rustiques, s'ils sont trop… Voilà, on a du mal à se projeter parce que ça nous correspond pas. Mais à ce moment-là, le fait d'avoir un plan, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que j'ai toujours constaté la différence entre les conseillers immobiliers qui performent sur ce sujet, hein, quasiment du taux de conversion de la visite en acquisition, d'une certaine manière, Mmh. sont souvent ceux qui sont moins dans le descriptif de ce qu'ils Mmh. montrent. Parce qu'un acquéreur, il n'est pas stupide, hein, il voit bien que ce sont des toilettes et que c'est une cuisine, Ouais, mais plus dans la projection, effectivement, de l'usage qui sera ouais, fait c'est de ça. l'appartement, des différentes pièces, etc., avec cette projection parfois éventuelle sur une rénovation, mais ça part effectivement, et tu as raison, et on passe beaucoup de temps, notamment en formation et en coaching, sur la découverte du client Ouais, et de poser constamment le pourquoi. C'est-à-dire, nous, on voudrait un logement comme ça, mais pourquoi? oui, c'est Pourquoi ça. est-ce que vous l'imaginez comme ça? Et souvent, d'ailleurs, l'acquéreur met le mauvais projet en face Tout à fait. de son besoin. C'est-à-dire qu'il imagine quelque chose en fonction de son besoin, alors qu'en Mmh. réalité, il serait plus adapté pour lui d'avoir autre chose. Et cette C'est autre chose ça, naît dans la qualité de la découverte qui est faite de l'acquéreur. totalement. En fait, ce que je dis toujours, c'est que le client, en fait, il va nous dire 10% de ses besoins. Moi, ce que je vais aller chercher et ce que je vais vraiment inviter à aller chercher, c'est d'aller chercher les besoins qui ne sont pas exprimés. En fait. Et pourquoi ils ne sont pas exprimés? Ben, soit parce que l'acquéreur se dit que ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas besoin de savoir ça, soit parce que l'acquéreur n'en a lui-même pas encore conscience. C'est ça. Voilà. Et je vais donner des exemples peut-être plus parlants. Euh, Par exemple, une famille avec des enfants qui sont déjà adolescents, d'accord, qui ont 17, 18 ans, qui sont voilà, en fin de lycée, qui vont partir faire des études. Et alors, OK, ils ont besoin d'une chambre, mais peut-être bientôt, ils vont partir faire des études. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette chambre? Est-ce que, par exemple, cette chambre-là, on imagine la transformer en bureau ou est-ce qu'on la garde en espèce de musée des enfants ou est-ce qu'on se dit, bon, OK, il faut garder une capacité d'accueil des enfants quand même, mais peut-être qu'on peut on peut trouver une solution de rentabilité en louant cette chambre de temps en temps en Airbnb ou voilà. Et à ce moment-là, le projet change et c'est-à-dire qu'on va se mettre à chercher un appartement ou une maison avec une chambre pour les enfants qui puisse être facilement, d'ici 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, facilement louée sans qu'elle soit forcément au milieu de la maison, mais par exemple plus proche de l'entrée. Quoi. Donc, ça,
ça, c'est des choses, quand on va vraiment chercher ça, alors après, c'est compliqué pour vous, les agents immobiliers, parce que je me trompe peut-être, hein, mais c'est vrai que l'image qu'on a, c'est bon, bah, vous avez envie de vendre, hein, quoi qu'il arrive, quoi. Mais vous allez peut-être moins chercher à trouver le bien parfait, voilà. Mais peut-être le bien parfait n'existe pas et vous allez pouvoir justement trouver comment transformer un bien imparfait en bien Ouais. parfait et parfaitement adapté. Ouais, parce qu'on sait qu'un acquéreur, dans tous les cas, il fait forcément un compromis au moment d'acheter. Mmh. Il doit céder sur quelque chose, parce que sinon ce serait trop beau. On imagine toujours mieux que son budget, d'une certaine manière. Donc Ouais. il y a un compromis qui est fait à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que la meilleure connaissance de l'acquéreur permet d'accompagner ce compromis qui devra être fait sur tel ou tel sujet et Mmh. d'orienter le compromis sur ce qui est le moins douloureux pour cet acquéreur en fonction effectivement de la bonne connaissance que l'on peut avoir de lui. Côté vendeur, est-ce que tu as quelque chose à nous livrer aussi sur comment est-ce qu'on peut aider cette fois-ci plutôt un vendeur euh, à rendre son appartement le plus désirable possible ou le plus adapté à de potentiels acheteurs? Ouais. Alors, je vais répondre à cette question, mais juste avant, je voulais rebondir sur cette histoire de compromis. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les compromis. Et, euh, et généralement, je suis quelqu'un, moi, je veux tout et je veux tout. Ouais. Point. Ouais. Et pourquoi c'est possible Pourquoi c'est possible, en fait, de tout avoir, d'avoir tout ce qu'on veut C'est possible tout simplement en faisant une liste de tout ce qu'on veut Ouais. et une liste justement, en face de chaque chose qu'on veut. Pourquoi c'est impossible à avoir? Mhm. Okay, qu'est-ce qui pourrait empêcher ça de le faire? Pourquoi est-ce que c'est une contrainte? Voilà. Ouais. Et ensuite, en face de cette contrainte-là, de dire, OK, comment on peut débloquer cette contrainte? Et ça, c'est un truc, c'est facile de le faire. Enfin, c'est facile. Tu peux le faire dans n'importe quel projet. Si tu veux demain faire un tour du monde et que tu te dis, j'ai les enfants à l'école, j'ai un crédit, j'ai un travail, j'ai ci, j'ai ça. Je cite l'exemple du tour du monde parce que c'est justement quelque chose que j'ai fait. Et ben, toutes les contraintes, tu vas trouver une solution en Bien face sûr. et là, ensuite, tu vas pouvoir faire ton projet. Et ben, c'est pareil pour un logement. C'est-à-dire que oui, je veux. C'est pas je veux 200 mètres carrés, c'est pas possible. Ok, comment c'est possible? C'est plus je veux je veux une grande surface, je veux de l'espace, je veux de la circulation. Ok, c'est pas possible dans mon budget, mais comment je peux le rendre possible? Et là, il y a toujours des techniques, des options. S'il n'y a pas le budget, ben, il y a toujours en fait une solution en fait. Et à propos du budget, pour moi, c'est pas le budget qui compte, c'est pas le respect du budget qui compte, c'est le respect de l'investissement. C'est-à-dire que mes clients régulièrement mettent plus cher que le budget qu'ils avaient prévu. En revanche, ils vont faire un investissement qui va être bien plus rentable que ce qu'ils avaient prévu. Parce- Voilà, par les modifications qui sont apportées dans le logement en question. c'est ça. Ouais. Ils Ok. vont avoir un retour sur investissement qui va être soit immédiat en termes de confort, soit à court terme parce que ils avaient prévu de déménager dans 4 ans quand ils auraient le budget soi-disant et finalement ils n'auront pas besoin de déménager, de perdre des milliers d'euros de frais de notaire, des milliers D'accord. d'euros de frais Ouais. de déménagement, etc. Et donc finalement l'argent qu'ils dépensent en plus aujourd'hui, c'est divisé par 2 par rapport à ce qu'ils dépenseraient dans quelques années. Ouais. Ou bien ça peut être aussi à plus long terme dans un cas de revente ou de location. Voilà. Ok. Dans tous les cas, il y a ce truc. Ok. Par Ça, rapport à… c'est le professionnel obstiné qui a parlé, il y a toujours une solution Ouais, parce que tu sais qu'elle est possible et que ça te permet du coup voilà, d'aider tes clients à obtenir l'impossible. Ok, j'ai en compris. fait, moi, je pars du principe que moi, j'adore les problèmes parce que c'est justement de la C'est là contrainte que ouais. naît la créativité. Et on est là pour trouver des solutions à des problèmes. Mais pour trouver des solutions, il faut d'abord prendre le temps de vraiment bien poser les problèmes. Voilà. Ok, très bien. Côté vendeur alors, qu'est-ce qu'il Côté pourrait nous dire? vendeur, alors, des solutions pour mieux vendre son appartement ou sa maison? Hmm, par
exemple? Ok. Alors moi, j'avais fait une expérience intéressante en fait quand j'ai revendu justement mon appartement pour partir faire un tour du monde. Ouais. Euh, je me suis vraiment mis dans la peau de j'ai quelque chose à vendre et en face de moi, j'ai un acquéreur, un client potentiel qui va être en fait, moi, je suis candidate à vendre mon appartement, mais en face, je vais avoir un visiteur qui va visiter plusieurs appartements candidats à être vendus. Oui. Donc, le mien, il faut que ce soit le meilleur. D'accord ? Et même s'il n'est pas dans le bon quartier, même s'il est plus petit que les autres, même s'il est plus cher en plus, etc., il faut que ce soit le meilleur, le coup de cœur. Alors, pour ça, déjà, je me suis mis dans la peau de l'acquéreur et je me suis dit, il faut qu'il puisse se projeter dedans. Oui. Et la première chose que j'ai pensé, c'est que je devais absolument m'extraire, moi, de cet appartement. Donc, je n'ai jamais été là pendant les visites. J'ai Bien. confié la visite Bonne à réponse. voilà, un agent immobilier. Parce que déjà, c'est douloureux en fait pour le vendeur de voir les gens qui sont là, qui jugent, qui critiquent, qui machin. J'ai pas envie de vivre ça. Mais surtout, j'avais envie, eux, de leur permettre de juger, de critiquer, de toucher, d'ouvrir les portes, les tiroirs, etc., pour pouvoir justement se projeter. Parce qu'un visiteur, il ne va jamais oser vraiment bien… il va être gêné s'il y a le vendeur en face. Voilà. Et puis en plus, il va se sentir une espèce de rapport de confrontation un peu concurrentielle entre le vendeur et l'acquéreur par rapport à ce logement, où il y en a un qui veut vendre le plus cher possible et l'autre qui veut l'acheter le moins cher possible. Donc moi, je n'avais pas envie de vivre ce truc-là. Il y a l'agent immobilier, c'est son job en fait de faire le dialogue. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est de m'extraire totalement. La deuxième chose que j'ai fait, c'est de faire un grand tri de mes affaires avant. J'ai énormément vendu d'objets, de meubles, de plein de choses pour vider. Par contre, je n'ai pas fait du home staging comme on voit un peu à la télé où on met tout en gris et blanc avec éventuellement une ou deux touches de rouge. Parce qu'en fait, ça fait des appartements aussi. Bon, parfois, c'est nécessaire. Hein, clairement, on va dire que c'est plus facile, c'est une bonne base. Okay. C'est quelque chose d'assez standard. Mais quand tu es chez des gens où tu as un appartement qui a un peu du caractère, moi, l'agent immobilier qui a vendu mon appartement, c'était une amie, donc j'ai eu beaucoup de chance, et elle m'a dit, mais ne cherche pas à dépersonnaliser complètement. Parce que ton appartement, il a une âme aussi. Et c'est vrai que j'ai un mari qui collectionnait plein de choses et on a enlevé un petit peu, mais on n'a pas tout enlevé. Parce que ça permettait de voir qu'on pouvait aussi mettre beaucoup de choses. On pouvait facilement, la façon dont c'était fait, on pouvait facilement se projeter à dire à cet endroit-là, il n'y aura pas cet objet, mais il y en aura un autre. Ouais. Voilà, c'était des choses comme ça. Le mobilier, bien sûr, il était bien choisi, c'est mon métier. Je veux dire au niveau du gain de place. Ouais. Donc, on n'avait pas des énormes meubles dans des petites pièces. Tout est calculé au centimètre chez moi. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais essayer de jouer sur presque les 5 sens. Ouais. Donc, le premier, c'est la vue. Donc, il faut que dès qu'on rentre, il y a de la lumière, c'est clair, c'est propre, c'est organisé. On a envie de s'asseoir sur le canapé, on a envie de visiter les pièces, on a envie d'ouvrir les placards. J'ai rangé mes placards et mes tiroirs vraiment dans le détail parce que j'ai dit à mon ami, à Jean Immobilier, je dis, tu peux vraiment leur dire d'ouvrir les tiroirs et tout, qu'ils voient en fait que c'est qu'ils puissent se projeter, que tout a l'air bien rangé. Et du coup, on s'imagine inconsciemment, quand j'y habiterai aussi, ce sera aussi bien rangé. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour la vue, évidemment, quelque chose d'extrêmement bien rangé, vraiment pas en fourre-tout vite fait dans un placard qu'on ferme, parce qu'il faut qu'il puisse ouvrir le placard. Ensuite,
j'ai beaucoup investi dans des plantes. Ok. Moi qui n'ai pas du tout la main verte, je fais crever un cactus. Mais j'ai racheté beaucoup de plantes au moment de revendre mon appartement. Ok. Et à chaque visite, j'allais le matin même au marché aux fleurs, que tu connais puisque tu es sur Nice. Ouais. Et j'achetais un bouquet de fleurs fraîches. Voilà. Et ça donne vraiment un aspect de quelque chose. En fait, moi, ce que je voulais montrer, c'est un appartement qui respire le bonheur. Voilà. Donc, j'ai joué aussi sur l'odeur Ouais. en faisant cuire juste avant un crumble. Le crumble, c'est vraiment, voilà, c'est l'odeur du bonheur. Il ne faut pas que ce soit une odeur, voilà, tu ne vas pas faire cuire du thon ou des sardines Du avant, hein, brocoli. ça, Ouais. ou du chou-fleur ou des brocolis, non. Mais le crumble, l'idée, c'est tu le laisses juste dans le four. Il ne faut pas que ça sente dans tout l'appartement, mais quand on rentre dans la cuisine, on est pris par cette odeur, on a envie de s'asseoir. Voilà. Et tout le reste, la cuisine, elle est clean, on ne sait pas trop d'où vient cette odeur, on sait qu'il y a quelque chose dans le four qui nous attend, quoi. Voilà. Et après, oui, beaucoup de plantes, de bougies, des coussins. J'ai racheté des coussins aussi, des coussins neufs. Hein, et puis, alors après, au niveau de Louis, non, rien. Hein, quand tu mets pas de musique, Tu peux mettre un peu de musique. Hein. pas. Ouais. Non, j'ai pas mis de musique parce que c'est dérangeant, je trouve. C'est plus dérangeant qu'autre chose. Par contre, j'ai ouvert toutes les portes-fenêtres, les fenêtres et portes-fenêtres pour montrer que c'était justement pas très bruyant, qu'on entendait les oiseaux, que voilà, que c'était agréable, il y avait l'air qui circule. Et j'ai allumé toutes les lumières, même en plein jour. Ok. Parce que ça permet aussi de montrer justement la lumière, ça montre qu'il y a une bonne optimisation d'espace. De fait, c'est un des secrets d'optimisation d'espace. C'est-à-dire que chaque lumière va éclairer un point particulier et tu n'as pas la même lumière au lit, dans le bureau. Mais tu peux avoir dans la même chambre une chambre avec une lumière de chevet et puis une lumière sur ton bureau et puis il y a un plafonnier. Ok. Et dans le salon, pareil, tu vas avoir différentes lumières. Dans la cuisine aussi, tu vas avoir en plus des lumières blanches, des lumières jaunes. Et tout ça, ça sculpte l'espace. Ok. Et Bon. ça met en valeur énormément l'espace. Super. C'est marrant parce que mon prochain invité en interview me faisait aussi part de sa réussite en termes de vente d'appartements et qui était directement liée exactement à l'expérience que tu viens de nous partager. Il faisait grosso modo la même chose. C'est qu'en fait, on transforme la visite d'un appartement en une expérience. Oui. Et on sait que, moi je le dis et je le dirai à la fin de cette interview, que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête, mais c'est vrai que ce sont ces émotions qui sont déclencheurs d'achat. Ça n'est rien Oui. de très rationnel et très De factuel. toute façon, tout ce qu'on achète, on l'achète par émotion. Donc la maison aussi. Mais on achète toujours une émotion. Quand tu achètes un téléphone chez Apple, tu n'achètes rien d'autre qu'une émotion. C'est pareil pour une voiture, pour du parfum, et puis voilà, même pour une maison. Donc, Après, on utilise le rationnel ne pour vends pas justifier juste son des mètres choix. carrés. Ouais. Comment? Après, on utilise le rationnel pour justifier son choix, mais le choix en question a été Absolument. clairement émotionnel. Absolument. Mais Et on tu ne vend disais pas qu'on juste des achète, mètres carrés. on n'achète pas des mètres carrés, on ne vend pas que des mètres carrés. Je te propose qu'on termine là-dessus parce que je pense que c'est un bon résumé de ce qu'on s'est dit. Ouais. Merci infiniment, Maëlys, pour ce partage autour du logement, autour de l'espace, et puis des conseils aussi très concrets pour aider les conseillers immobiliers à permettre à leurs clients de se projeter, de mieux acheter, de mieux vendre. Donc vraiment, merci pour tout ce que tu as partagé pendant cette interview. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. C'était un grand Merci, plaisir. avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez la commenter parce qu'avec Maëlys, on se fera un plaisir de vous répondre si vous avez la moindre question sur ce qui a été abordé pendant cette interview. Vous pouvez la liker, la partager à un conseiller immobilier à qui ça pourrait être utile. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle interview et je vous rappelle encore une fois que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao!